Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue encore une fois sur cette chaîne des mystères du langage. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un orthophoniste qui nous vient du Burkina Faso. Monsieur Dabiré, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre public et également nous dire quels sont vos domaines de compétences? Ok, je suis Dabiré Yambaïta Justin. Je suis orthophoniste diplômé de l'ENAM du Togo. En exercice au Burkina Faso, à Ouagadougou précisément. Donc, orthophoniste, je suis enfin, mon domaine de compétences, c'est tout ce qui est en lien avec les troubles du langage, les troubles de la parole, les troubles de la communication, ainsi que les troubles des apprentissages scolaires, tout ce qui relève en fait du domaine de l'orthophonie. Voilà, aujourd'hui, un thème nous intéresse et vous allez nous parler de l'éducation inclusive auprès des TSA. Est-ce bien ça? Absolument. Voilà. Est-ce que voilà, pour introduire ce sujet, qu'entendez-vous par TSA? Alors, TSA, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Il s'agit donc d'un trouble neurodéveloppemental qui concerne des personnes donc, qui caractérisées donc par des difficultés au niveau des interactions sociales, des troubles en fait du langage et de la communication, ainsi que des troubles qui concernent le comportement avec des caractères restreints et stéréotypés. Ces troubles, tels que définis en fait dans le DSM-5, doivent doivent se manifester en fait avant 3 ans. Bon, pour ne résumer que Et du coup, avec ces troubles, parce que là, on parle de l'éducation inclusive, hein, donc avec ces troubles, une éducation, une scolarisation est bien possible, si je comprends bien. ah oui, c'est bien possible, oui. C'est bien possible. Il suffit maintenant de trouver en fait une méthode adaptée à cette catégorie de population. D'accord. Et quelle est donc cette méthode, si vous permettez? Alors, cette méthode, telle que nous pratiquons par exemple au Burkina Faso, c'est de suivre en fait une pédagogie adaptée telle que j'ai défini en fait plus haut les différents troubles manifestés par cette catégorie de population, de trouver en fait une pédagogie adaptée à ce profil en fait de personnes, notamment en initiant en fait des méthodes en tenant compte que c'est des personnes qui éprouvent des difficultés en fait pour communiquer, donc des personnes en majorité d'ailleurs qui ne parlent pas et qui ont des troubles de comportement. Donc, nous parlons même justement d'éducation inclusive, c'est-à-dire c'est Oui, des justement, enfants est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, cette éducation dite inclusive? Est-ce que vous faites au Burkina? L'éducation inclusive est une méthode d'encadrement en fait des enfants, en général donc des enfants, qui consiste à intégrer, qui consiste à prendre en compte en fait ces enfants parmi les enfants ordinaires, les enfants tout venants, tout en tenant compte en fait de la spécificité en fait de cette catégorie de personnes. Donc notamment, donc si l'enseignant par exemple qui est en classe doit dispenser par exemple un cours, doit tenir compte. Le plus souvent d'ailleurs, il ne faut pas que ce soit un seul enseignant ici au Burkina. Donc il est rare de trouver donc, des écoles où les effectifs sont réduits. Le plus souvent, le minimum, c'est autour de 25-30 élèves, sinon même plus. Donc un enfant avec TSA qui se retrouve dans une telle classe, un seul enseignant ne peut pas vraiment s'occuper adéquatement en fait, de l'enfant avec TSA. Du Donc le coup, plus est-ce souvent, qu'il faut d'autres enseignants en plus ou qu'est-ce que vous voulez dire par là? exactement, il faut d'autres enseignants en plus. D'accord. Et ces enseignants, est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'ils ont une formation un peu spécifique? Alors, pour ce que je connais, c'est la réalité en fait du Burkina. Ce qui est même fait,
c'est d'abord, en fait, c'est ce qu'on recommande d'ailleurs en fait à tous les niveaux, mais il se trouve qu'il y a juste quelques 2 ou 3 centres qui respectent cela. C'est d'abord de faire une éducation spécialisée avant de chercher à intégrer ou à inclure en fait ces enfants DSA dans les classes ordinaires. C'est-à-dire l'éducation spécialisée, ces enfants sont par exemple pris en charge en fait de façon pluridisciplinaire dans un centre spécialisé. Et après un certain nombre d'années de prise en charge adéquate, ces enfants maintenant sont progressivement intégrés dans les classes ordinaires. Et dans les classes ordinaires, il y a comment nous appelons, soit des monitrices, que nous appelons en fait des AVS. D'accord. Des AVS vivent en fait dans ces classes-là. Et donc, l'enfant avec TSA qui se retrouve dans une classe ordinaire, donc parmi des élèves tout venant, et l'enseignant ou l'enseignante en fait qui se retrouve aux côtés donc de cet enfant avec TSA va recueillir la leçon ou le cours en fait dispensé par l'enseignant titulaire et essayer donc par une autre méthode. Bien sûr, au départ, en fait, cet enseignant ou cette monitrice est formée, est sensibilisée en fait pour ce travail-là. Et donc, reprend ce cours avec une méthode adaptée en fait au profil en fait de l'enfant avec TSA. D'accord, donc c'est un travail de plusieurs professionnels auprès d'un même enfant. Et quel est le rôle de l'orthophoniste que vous êtes dans ce parcours, dans ce projet de l'enfant? Alors, le rôle de l'orthophoniste, d'abord, je parle toujours de la réalité du Burkina. Hein. Oui, C'est bien sûr. D'abord un appui que nous faisons, par exemple, au sein d'abord du centre spécialisé en question, et pour donner en fait des BABA pour pouvoir aux encadreurs pour pouvoir accompagner en fait ces enfants qui sont d'abord en centre spécialisé. Et il y a même en fait des prises en charge individuelles que l'orthophoniste peut faire en dehors aussi ou au sein en fait, du centre spécialisé en question. Maintenant, une fois que l'enfant est déplacé pour aller dans l'école ordinaire, donc dans le cadre maintenant de l'éducation inclusive, il y a toujours l'accompagnement, notamment la prise en charge individuelle en fait de cet enfant avec TSA, mais aussi en fait un accompagnement de l'enseignant, ou l'AVS, en fait, l'AVS, l'orthophoniste donc se charge de recueillir en fait par moment en fait, les difficultés et manifester ou en fait que vit en fait cet AVS là dans le cadre en fait, l'encadrement en fait de cet élève là. Et ensemble donc l'orthophoniste et l'AVS essayent d'arrêter en fait ou en fait de trouver des méthodes beaucoup plus appropriées. Et ces méthodes en fait ce n'est pas que c'est généralisé, c'est-à-dire c'est au cas par cas. Étant donné que les enfants ne sont pas pareils, les enfants ne sont pas pareils, donc c'est au cas par cas. Et c'est l'AVS véritablement qui doit recueillir, qui doit recenser en fait, et permettre à l'orthophonie donc de dresser un profil, j'allais dire presque précis en fait de chaque enfant, en vue ensemble en fait de trouver la méthodologie en fait qu'il faut pour pouvoir accompagner en fait cet enfant. D'accord. Et au besoin, au moment, il y a même un échange qui est fait quand l'orthophonie vraiment le temps. Un échange en fait qui peut être fait aussi avec l'enseignant titulaire, de sorte à ce que il y a aussi le volet en fait ou disons l'autre groupe qu'il faut prendre en compte. Hein, les autres élèves peuvent rejeter en fait cet enfant. Oui, justement, j'allais en venir là. Voilà. Comment est-ce que vous gérez ces genres de rejets? Ce genre de rejet, c'est une sensibilisation qu'il faut faire, hein, pas à l'endroit forcément des enfants parce qu'ils ne peuvent pas comprendre forcément, mais surtout, c'est pourquoi j'ai parlé de l'enseignant titulaire. L'enseignant titulaire a un grand apport en fait dans ce sens. Donc, il y a des échanges qui peuvent être faits avec l'enseignant titulaire et aussi avec les parents des autres enfants. Et pour qu'ils puissent accepter en fait cet enfant qui peut par moment avec des troubles de comportement qui peuvent troubler en fait l'attitude en fait de la classe. Et bon, le plus souvent, quand même, ça arrive à passer avec une sensibilisation bien faite. D'accord. Ma question, parce que bon, là, il y a des parents qui nous suivent forcément, hein, peut-être des parents d'enfants autistes qui se disent, voilà, est-ce qu'on peut inclure tout le monde? Est-ce que ce projet, parce que tu l'as dit précédemment, chaque enfant avec son projet, mais est-ce qu'on peut inclure tous les enfants qui présentent un TSA? Je suis désolé, mais je dirais non.
c'est pas tous les enfants vraiment qu'on peut inclure, avec qui on peut prôner en fait une éducation inclusive, parce que il y a le programme pédagogique conçu en fait au plan national, et bon, pour lequel on ne peut pas vraiment imaginer un enfant DSA d'un degré sévère, par exemple, pouvoir être capable quand même de pouvoir suivre ou bien de pouvoir tirer profit en fait de ça. Donc je dirais non, en tout cas, c'est pas tous les enfants DSA quand même on peut inclure dans les classes ordinaires. D'accord. Et du coup, est-ce que l'État burkinabé a mis en place un programme? Et si oui, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a des résultats? Pour l'État, je dirais non. L'État n'a pas vraiment de programme pour le moment, c'est des structures privées. Des structures privées et des structures privées qui essaient tant bien que mal de trouver en fait les voies et moyens, et notamment d'abord par la méthode. C'est pourquoi j'ai parlé en fait au début en fait d'un encadrement spécifique d'abord, et c'est à l'issue avec certains résultats obtenus pour certains enfants. Ces écoles ou ces centres spécialisés négocient en fait d'autres écoles, et le plus souvent aussi c'est des écoles privées, Donc on négocie en fait l'intégration en fait de ces TSA là, et j'en connais quelques 2, 3 écoles qui ont accepté en fait ce partenariat, et il y a des enfants avec TSA en fait qui sont arrivés qui ont même obtenu en fait le premier diplôme en fait ce que nous appelons en fait le CPE, certificat d'études primaire. Voilà. Il y a des TSA en fait qui ont pu obtenir en fait ce diplôme là. Bon, maintenant la difficulté encore, c'est une fois les écoles primaires sont beaucoup plus faciles de collaboration, mais une fois le CP obtenu, il faut aller au collège. Et au collège, ce n'est pas un seul enseignant, et le plus souvent, les difficultés en fait commencent à s'augmenter à ce niveau. D'accord, ben justement, à part ces difficultés que vous avez à collaborer avec des écoles, est-ce qu'il y en a d'autres que vous observez face à cette vision d'éducation inclusive? Alors, d'autres écoles ou d'autres personnes TSA? D'autres personnes TSA. Alors, d'autres personnes TSA, c'est en fait, j'arrive à suivre un peu la désolation en fait de certains parents justement qui n'arrivent pas, telle que la question précédente que vous aviez posée, est-ce que tous les enfants arrivent à intégrer en fait les écoles européennes? Et je dis non. En fait, ces enfants, par exemple, qui n'arrivent pas, et certains qui n'arrivent pas en fait à avoir la chance de connaître ces centres spécialisés, et les parents font le tour de certaines écoles, ils sont rejetés. Finalement, ils se retrouvent à la maison. Bon, quand on suit en fait le parcours de certains parents, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas chose aisée. Et le plus souvent, nous avons réussi dans notre structure, il n'y a pas longtemps de cela, un jeune homme en fait de 18 ans, TSA. Bon, il est à la maison depuis environ une dizaine d'années, hein, c'est-à-dire depuis 8 ans. En fait, il n'avait plus la possibilité d'aller dans une école. Alors, ses parents vraiment sont dans la désolation, ils ne savent pas quoi faire, quoi. Mais justement, est-ce qu'il y a des séances d'information, de sensibilisation? Est-ce que les populations sont suffisamment informées qu'il existe des structures pour la prise en charge de ces enfants et que ces enfants puissent avoir une scolarisation, même si ce n'est pas inclusif, dans une structure adaptée? Oui, les efforts sont faits par, justement, il n'y a pas vraiment d'initiative du point de vue étatique, mais des efforts sont faits par des individus, des structures privées, notamment à travers donc des sessions de sensibilisation, des émissions radiophoniques comme télévisées. Ben, vous savez, mais on a beau faire comment, mais il y a toujours des couches de population en fait qui ne tombent pas peut-être au bon moment quand elles regardent par exemple ou bien sûr en fait ces émissions, en fait des émissions télévisées qui ne sont pas en fait au moment où ces émissions passent, qui ne sont pas là. Et donc du coup, il y a toujours des gens qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas informés ni de la prise en charge possible, ni de l'éducation inclusive possible, et même en fait l'éducation spécialisée dont je parle. Donc, et la grande masse, le plus souvent, bon, reste toujours dans le désarroi. Et justement, c'est l'un des objectifs de cette émission aussi, hein, c'est
voilà, d'amener l'information à ces populations qui ne sont pas forcément informées ou qui n'ont pas suffisamment accès à ce qui est fait dans la région. Est-ce qu'au niveau du Burkina, est-ce que tu peux nous dire quelle structure il existe? Alors, les structures que je connais, des structures donc, qui existent en bonne et due forme, hein, il y a une structure que j'appelle, avec laquelle d'ailleurs je collabore très bien, Oui. qu'on appelle le centre ABAP. En fait, c'est un centre de prise en charge psycho-éducative en fait, des enfants TSA, des enfants trisomiques et des enfants avec déficience intellectuelle de façon générale. Et donc, c'est une association dénommée Association burkinabé pour l'accompagnement psycho-éducatif en fait des enfants. Voilà, ABE. Alors, il y a un autre centre, ça c'est créé en fait par les parents même des enfants TSA, qu'on appelle 3A. 3A, je crois que c'est 3 là, en fait 3 et puis 3A en fait. Donc les A là, c'est quoi? C'est association, je ne sais plus trop la définition, mais en fait c'est parents des TSA, des parents des enfants TSA qui se sont mis en place pour créer une association et créer donc ce centre. Et donc d'abord pour la prise en charge de leurs propres enfants, Oui. mais bon, qui accueille aussi d'autres enfants TSA. Et là-bas, c'est spécifiquement en fait les TSA. D'accord. Les deux structures légalement reconnues que je connais et que avec lesquelles là, je collabore. Bon, il semble qu'il y en a d'autres, mais bon, c'est vraiment à l'informel. D'accord. Du coup, on voit bien que ce travail n'est qu'à ses débuts. Et quelles sont les recommandations que vous faites pour améliorer cette éducation inclusive au Burkina, mais aussi dans d'autres pays en Afrique? Alors, les recommandations que je fais, c'est à différents niveaux. Le premier niveau, tel que vous avez entendu, j'ai dit à toutes les questions, j'ai toujours dit qu'au niveau étatique, il n'y a rien n'est fait. Voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de priorités hein, dans un pays comme le Burkina parce qu'il y a beaucoup trop de priorités, et que ce soit du côté éducatif comme en fait, du côté de la santé. Alors, maintenant, pour cette catégorie de population, comme nous sommes en train de parler de cela, au niveau donc, de l'État, la recommandation à ce niveau, c'est d'abord du point de vue professionnel, de chercher donc à trouver en fait les voies et moyens pour qu'il y ait vraiment des professionnels habilités, des professionnels pour la prise en charge en fait, de cette catégorie de population. Et ensuite, accompagner déjà les structures privées qui existent parce que si ces structures en fait, arrivent à trouver, à avoir en fait, les moyens matériels et humains surtout pour encadrer ces catégories de personnes, à un moment donné, donc l'État peut être soulagé aussi. Ouais. Et donc, maintenant, au niveau de ces structures qui existent, quelques structures qui existent déjà, c'est d'augmenter en fait la fréquence de ces émissions de sorte à pouvoir toucher au maximum possible. Comme je l'ai dit souvent, des émissions sont faites, hein, des émissions sont organisées, que ce soit téléphonique comme radiophonique, mais en fait, c'est assez rare. Ça fait que ça échappe toujours à la grande masse des choses. Ensuite, je trouve, bon, la première recommandation vient en fait est un peu en lien avec cette deuxième, c'est par rapport surtout aux moyens. Ces structures qui existent, que j'ai citées, par exemple, là, il y a des parents qui les connaissent, mais leur accessibilité du point de vue coût, Oui. du point de vue coût, que bon, certains parents vraiment veulent bien, mais bon, c'est pas possible, quoi. Ah, voilà. Et voilà. Et donc, ça rejoint encore la première recommandation. Donc, il peut être encore du rôle de l'État, c'est-à-dire de trouver en fait des subventions pour ces choses, ces centres-là, de sorte à leur permettre de réduire, par exemple, les frais pour les parents. Et toujours à l'endroit de cette structure, c'est de collaborer avec suffisamment de professionnels parce que souvent aussi, ces structures-là se cantonnent uniquement sur les professionnels, alors que ces professionnels ne sont pas en nombre, ou disons, du point de vue formation, mais ne sont pas suffisamment habilités pour certains aspects, pour certaines fonctions, par exemple. Donc, c'est de trouver, de collaborer avec le maximum de professionnels possible pour pouvoir accompagner de façon holistique, en fait, ces enfants-là. Maintenant, à l'endroit des parents de savoir que effectivement il y a des professionnels
En dehors des structures, il y a même des professionnels, notamment les orthophonistes, par exemple, qui peuvent accompagner et soulager en fait ces enfants-là qui, quand on voit le volet en fait souvent phare en fait de cette catégorie de personnes, c'est la communication. Et une personne qui ne communique pas, une personne qui manifeste des troubles sévères en fait de la communication, le plus souvent, les troubles comportementaux aussi s'aggravent au fil du temps. Et voilà, de savoir qu'il y a par exemple des orthophonistes, il y a des psychologues et même du côté en fait de la médecine, en fait, jusqu'à un niveau donné, il y a par exemple des médecins qui peuvent accompagner en fait les enfants. De ne pas dormir avec et souvent en Afrique, on aime dire il faut vendre son mal, pour trouver en fait le médicament. Il y en a par exemple qui cachent en fait leurs enfants parce que c'est des enfants qui ne sont pas qui ne facilitent pas en fait j'allais dire en fait la vie de leurs parents, même souvent dans certains ça fait que les parents les cachent. Ouais. Les parents cachent pour ne pas exhiber en fait leurs choses. Et donc, en faisant cela, bon, qu'ils sachent que ça ne les arrange pas, ça n'arrange pas. Oui, ça n'aide pas à l'épanouissement des enfants non plus. Voilà. Donc, vaut mieux, en fait, en parler, chercher, en fait, les solutions. Et voilà, et on peut arriver en fait à... Il y a des enfants normalement pris en charge en fait qui sont arrivés, comme je l'ai dit en fait plus haut, qui sont arrivés en fait à s'épanouir, notamment que ce soit du point de vue scolaire et scolarité, et comme en fait dans la vie courante, ben, tu arrives à rentrer dans certains milieux et on ne se rend pas facilement compte que c'est des enfants autistes par exemple. D'accord, on voit bien donc que c'est avant tout une question de moyens, de subventions, pour que la prise en charge soit à la portée des parents et que il faut que l'État s'implique suffisamment, que les professionnels aient une formation adaptée pour l'épanouissement de ces enfants. Est-ce que vous avez un dernier mot, Monsieur Dabiré? Alors, un dernier mot, c'est d'abord de dire merci à l'initiateur vraiment de cette émission. Et bon, d'encourager vraiment sa pérennité et maintenant, bon, de façon générale concernant en fait cette thématique, je dirais que l'éducation inclusive est bien prônée en fait ailleurs dans le monde, surtout dans les pays développés. Le Burkina, à l'instar de certains pays en voie de développement, essaie tant bien que mal. Ça existe, ça balbutie, c'est vrai. Mais en fait, c'est vraiment, vraiment difficile. Hein, c'est vraiment difficile compte tenu de pas mal de choses, notamment le nombre de professionnels existants, habilités donc à aider pour l'ancrage en fait de l'éducation inclusive, c'est vraiment limité. J'allais parler même en fait des infrastructures et puis en fait pour la prise en charge de cette catégorie de population. Ça aussi, c'est aussi nous-mêmes déficitaire. Donc, mon dernier message, c'est vraiment d'encourager les États. Comme je l'ai dit, en fait, il y a pas mal de priorités, mais ça aussi, c'est une priorité en fait à prendre en compte parce que ces populations ou les parents en fait de ces enfants-là ne l'ont pas acheté au marché, n'ont pas demandé à avoir des enfants avec TSA. Donc, ils ont aussi droit en fait, à l'épanouissement et à une vie normale. Merci, Monsieur Dabiré. Comme tu viens de le dire, il y a plusieurs priorités, mais l'éducation des enfants avec TSA, c'est également une priorité. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce à partager pour partager l'information à d'autres personnes qui auront peut-être besoin. À très bientôt. Au revoir. Merci.